commencé à découvrir un certain extrémisme, comme si c'était la première fois que ça leur éclatait à la figure. Alors que nous, Égyptiens, nous savons que c'est un problème qui existe déjà depuis plusieurs décennies. On ne reviendra pas sur l'assassinat du président Sadat en 1981. Et quand l'Égypte dénonçait cet aspect, elle était souvent traitée d'antidémocratique. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en France, on est obligé de voir que l'Égypte, en fait, était assez raisonnable dans ses attitudes et qu'elle mériterait d'avoir un appui et que cela fasse écho. Je me permettrai de dire une deuxième chose. C'est qu'en général, quand il y a des grands tournants dans le tiers-monde, souvent ça passe par le Caire. En 1957, nous avions le sommet afro-asiatique. L'Égypte avait introduit l'Union soviétique, qui par la suite s'est étendue dans toutes les régions d'Afrique, de l'Asie, un peu partout dans le monde. En 1972, l'Égypte a renvoyé les experts soviétiques, 4 ans après la Tchécoslovaquie, ce qui à l'époque semblait être une folie. Comment est-ce que l'Égypte allait pouvoir se permettre de s'opposer à l'Union soviétique qui avait écrasé la Tchécoslovaquie? Tous les pays du tiers-monde ont suivi cette politique de renvoi des soviétiques en Somalie, en Algérie, un peu partout. Quand l'Égypte décide de faire la paix avec Israël, les pays du tiers-monde aussi ont entamé un dialogue. Donc je trouve que le grand tournant des pays, ou l'influence de l'Égypte sur les pays de la région et les pays du tiers-monde a toujours été prédominante. Le tournant et l'attitude et les politiques que nous faisons aujourd'hui avec la prêche de cet islam modéré, pondéré, je pense que cela fera école au niveau international. D'accord, un commentaire là-dessus? Je suis d'accord avec ce que dit notre ami Mounir, et c'est très important de réaliser que l'Égypte a une place de poids tout au long de l'histoire et qu'elle a un impact qu'aucun autre pays de la région n'a jamais eu. C'est le plus grand pays arabe et c'est l'un des grands pays musulmans. Un grand pays, l'un des grands pays d'Afrique. C'est le pays où se trouve l'institution islamique la plus importante à travers le monde, Al-Azhar, une université qui a plus de 1000 ans d'âge et qui continue à fonctionner. Tous ces éléments font que ça donne un impact à l'Égypte unique. Et l'Égypte a eu, tout au long de l'histoire, a marqué l'histoire du monde entier. Et juste pour dire une petite anecdote concernant la Suisse, n'oublions pas qu'en Suisse, il y a plusieurs villes qui ont pour patron des saints égyptiens. Alors, Soler, qui est Sainte Verena, qui a appris aux Helvètes à se coiffer avec les peignes pharaoniques et à s'épouiller. Ah bon? Et puis le patron de Saint Moritz, c'est Maurice, un saint égyptien, et les patrons de Zurich, Saint Rémus et Régulus. Donc, ils sont également égyptiens? Égyptiens. Alors peut-être même que Saint Patrick venait d'Égypte également et il a chrétianisé l'Irlande. C'est une autre affaire. Mais c'est juste, puisqu'on est en Suisse, de rappeler que la Suisse même est marquée par ces saints qui sont encore les patrons de ces villes helvétiques. En tout cas, il y a un Patrick d'Amil qui figurait dans une guerre confessionnelle en Écosse vers 1700, 1600, 1700. Je me demande qui ça pouvait bien être. Monsieur Mahon, pourquoi ces attaques récurrentes contre le sommet de Davos, le forum de Davos? On dit souvent que le forum de Davos ne s'occupe que d'argent, que le forum de Davos ne s'occupe que des riches, que des pays riches, qui ne travaillent que pour les pays riches. Est-ce vrai? C'est une vaste question. Il est évident que les acteurs importants à Davos sont des pays riches. Ça, c'est, à la limite, ce sont les moteurs de l'économie internationale, les grands acteurs. Alors, ils parleront d'abord de leurs propres problèmes, et ensuite, les problèmes des pays du tiers-monde ou autres passeront peut-être en deuxième lieu
ou seront considérés en fonction d'échanges économiques qui peuvent de toute façon permettre aux entreprises et aux pays riches de développer leurs propres affaires, leurs propres économies. Donc on peut parler de problèmes qui concernent le tiers-monde, mais les intérêts sont menés par les pays, les grands de ce monde qui gèrent et même en grande partie le moteur de l'économie internationale. Mais est-ce que les pays du tiers-monde ne peuvent pas faire bloc, quand même, un bloc, pour avancer leurs revendications internationales? Je suis beaucoup moins sensible à ce point de vue que l'on pourrait l'être il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait des blocs. C'était beaucoup plus facile à organiser. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous n'avons plus exactement les mêmes blocs. On a des grandes nations comme la Chine, d'un côté peut-être. L'Europe, si on le considère comme un marché unique, c'est un autre bloc. Mais à part ces grands blocs, l'Amérique latine n'est pas exactement un bloc très cohérent. L'Inde, c'est un pays seul, c'est pas un bloc. Donc la notion de bloc, de ces idées de tiers-monde, afro-asiatique, etc., je trouve tout à fait périmé. Les BRICS, qui sont le Brésil, la Russie. Ce sont des alliances économiques. Ce ne sont pas des blocs. Ah, c'est mon avis. C'est mon avis. Ce sont plutôt des complémentarités trouvées entre différents acteurs, complémentarités d'intérêts, et ils décident de faire un espèce d'accord spécial. Nous avons des accords spéciaux avec des pays africains, par exemple, pour des échanges exonérés de douane. Ce n'est pas un bloc. L'idée de bloc, à mon avis, s'est diluée. Parce que vous pensez qu'avec le temps, les conditions de ces BRICS correspondent beaucoup plus aux économies tiers-mondistes, c'est-à-dire il serait peut-être plus intéressant pour l'Égypte d'avoir affaire à la Chine pour certains produits, à l'URSS, à la Russie, à l'Afrique du Sud, au Brésil, à l'Inde, plutôt qu'à l'Europe occidentale ou aux États-Unis, qui sont beaucoup trop chers. Il est évident que dans la décennie qui vient, le premier partenaire économique de l'Égypte sera la Chine. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Non pas par un choix philosophique, mais simplement parce que la Chine a des capacités de production et de rapport qualité-prix qui commencent à devenir, disons, un acteur extrêmement embarrassant vis-à-vis de tous nos amis aux quatre coins du monde. C'est un problème général. Donc ce n'est pas vraiment l'Égypte qui choisit une telle position, mais c'est une expansion de la Chine qui s'étend sur les différents pays du monde. La Chine deviendra le premier pays économiquement fiable dans les années à venir, et tout le monde le sait. Il ne faut pas oublier aussi que dans le Forum économique de Davos, il y a, à part les États, il y a de grosses organisations, des organisations non gouvernementales qui sont présentes et qui fonctionnent également, qui ont du poids. Et le forum lui-même a été initié par c'était une initiative privée qui a eu un succès énorme et qui fonctionne parce que c'est un lieu de rencontre et de partage et qui a donné des fruits pendant toutes ces décennies qui sont passées. Je voulais vous reprendre l'allocution du président ici. Il a effectivement parlé, comme il l'a dit, souligné de la réforme que nécessitait Lazare, que devait entamer Lazare. Et il a aussi parlé du respect international pour les valeurs et les sensibilités des autres. Croyez-vous, là il y avait une allusion certaine aux caricatures, tout ce qui se dit concernant notamment la religion musulmane. Vous pensez que cette partie de l'allocution portera également ses fruits et que les gens comprendront tout de même qu'il y a une limite à la liberté, que insulter les gens n'est pas une forme de liberté? Certainement, mais d'ailleurs en France, on l'a vu quand il y a eu les 2 semaines dernières l'affaire de Charlie Hebdo,
tous les dirigeants français ont demandé de ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme. C'est deux choses totalement différentes. Donc les propos du président Sissi, c'est pareil. Mais nous devons aussi prendre conscience qu'il y a un aspect de liberté de l'expression qu'on ne peut pas brimer. Et quand dans un pays comme la France, on fait des caricatures, les caricatures de Charlie Hebdo ont porté atteinte bien avant l'islam au christianisme. Ça a été une déferlante contre l'Église catholique, contre le Vatican, contre les prêtres. Il y a eu aussi une... Non, mais cela pouvait vexer également les chrétiens. Ça les a sûrement vexés, mais ça n'a pas donné de réplique où on n'est pas violemment faire taire les caricaturistes. Donc il y a aussi un aspect, nous ici en Égypte, on est beaucoup plus respectueux les uns des autres parce que tout simplement on vit ensemble. Alors ça, on a alimenté le respect. Une culture du respect et du sacré qui est beaucoup plus présente en Égypte, disons, qui est intrinsèque à la mentalité égyptienne. Tout à fait. Plus que... Tout à fait. Et le respect humain, n'oublions pas que le peuple égyptien est un peuple accueillant, hospitalier. Et quand on est hospitalier, on accueille même ses ennemis chez soi, on les reçoit, on les traite avec respect. Donc on est habitué au respect les uns des autres. C'est, comme vous dites, une valeur intrinsèque. On peut dire que des deux côtés doit faire un petit effort. C'est-à-dire, d'une part, les institutions religieuses musulmanes doivent appeler à la modération, mais aussi les médias doivent aussi un petit peu se contrôler certaines choses. Si vous voulez, mais dans les grands médias, en Europe, on n'a jamais eu d'attaque nommément contre une religion. Non. Le cas de Charlie Hebdo est spécial puisque c'est justement un journal satirique et même le Canard enchaîné n'a pas non plus pris cette tendance. D'accord. Vous êtes d'accord? D'accord. Bon, retour à l'économie avec M. Maroff. Le prix du pétrole à l'ordre du jour du forum de Davos. Quels seront les résultats du forum sur l'évolution future des prix du pétrole? Est-ce que cette baisse des prix du pétrole est causée par une volonté américaine de tarir les sources de revenus de la Russie ou que c'est peut-être Daesh qui pompe le pétrole syrien ou irakien, qui le vend à la Turquie et qui fait des bénéfices là-dessus, à bas prix, fait chuter le prix? Ou bien les nouvelles dispositions des États-Unis pour trouver des sources d'énergie localement, et donc qui réduit la facture d'importation américaine, et donc qui amène l'Amérique à avoir un taux de croissance qui se développe. Il y a aussi le fait qu'un grand consommateur comme les États-Unis, qui commence à devenir ou pourrait devenir autosuffisant en pétrole, ça change complètement la donne au niveau international.